bonjour à toutes. Maintenant, quatrième et dernière partie de ce chapitre portant sur le tableau de financement. Après avoir vu quels étaient les principes généraux de ce tableau, avoir rencontré quelles étaient un peu les premières problématiques particulières à traiter, voyons, une fois que l'on a un tableau de financement qui a été réalisé, comment peut-on commenter celui-ci? Alors, ici, tout d'abord une trame un peu d'ordre général avant d'aller sur un exemple. Ce tableau de financement, eh bien, on va d'abord commenter chaque partie de manière séparée. Pour la première partie du tableau de financement, moi j'ai tendance à conseiller dans un premier temps d'avoir une approche globale, puis ensuite passer à une approche analytique de cette partie-là. L'approche globale, c'est avant tout de constater est-ce que l'on est face à une variation du FRNG avec un signe positif ou négatif? Est-ce qu'on est face en fait à l'amélioration ou à la dégradation des ressources disponibles de l'entreprise? Puis au niveau de l'approche analytique, eh bien là on va descendre un peu plus bas dans le raisonnement. On va faire tout d'abord une première étude de ce qui est les ressources durables en mettant en place 3 réflexes, puis ensuite des emplois stables où là par contre on va faire des déductions, notamment 2. Alors tout d'abord les ressources durables. Cette partie-là du tableau de financement nous fait apparaître 4 grandes familles de ressources durables. Donc il est bon de commencer par rapidement en prendre connaissance. On va regarder quel est le niveau de la CAF, quel est le niveau des cessions d'immobilisation, quelle est l'augmentation du capital et quelle est l'éventuelle augmentation de la dette financière. Et puis viennent nos 3 réflexes. Le premier, eh bien, va être de comparer les ressources qu'on va dire propres à l'entreprise aux ressources qui viennent de l'extérieur. Donc je vais prendre le total de la CAF, des cessions et de l'augmentation de capital et le comparer à la dette financière. Et regarder si on est face à une entreprise pour laquelle il y a un endettement qui l'emporte sur les éléments propres ou au contraire si on est dans une situation inverse. Deuxième réflexe, eh bien, je regarde la CAF en la comparant aux autres éléments, notamment capital, dette et éventuellement cession d'immobilisation. Parce que le niveau de CAF permet de rassurer ou non ceux qui prêtent de l'argent à l'entreprise, parce que c'est la CAF qui permettra de rembourser. Ce même niveau de CAF eh bien, laisse suggérer aux associés qu'il va y avoir des montants plus ou moins importants de dividendes. Si le dividende semble alléchant, vous aurez nettement moins de problèmes pour trouver de nouveaux associés. Et puis enfin, la comparaison CAF-cession permet de voir si vous êtes face à une entreprise qui va plutôt sur la cession d'actifs pour se financer, ou si au contraire, elle est relativement indépendante des cessions et peut mener alors une politique d'investissement en propre. Donc la CAF, eh bien, ça nous donne la plus ou moins grande autonomie financière de l'entreprise. Et puis enfin, dernier réflexe, c'est étudier cette fameuse ligne de cession d'éléments de l'actif, CD. Là, on est sur une dimension beaucoup plus stratégique. Est-ce qu'on est face à une entreprise qui cède des éléments incorporels? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vend des brevets? Est-ce qu'elle vend des marques, etc. Deuxième type de cession, les cessions d'éléments corporels. Quels sont les montants en jeu? Est-ce qu'on est face à des montants importants, inhabituels par rapport aux années précédentes, ou non? Parce que la cession d'éléments d'actifs, corporels, ce sont des éléments qui sont des cessions d'équipements, de sites de production, etc. Donc est-ce qu'on est face à une entreprise qui éventuellement est face à une stratégie de recentrage? On se sépare d'éléments qui ne sont pas utiles pour la production. C'est la même réflexion au niveau de la cession d'immobilisation financière. Est-ce qu'on n'est pas en train de céder des participations, des filiales pour se recentrer sur un métier d'origine ou un cœur de métier? Ça, ensuite, c'est la connaissance plus intime de l'entreprise, de sa stratégie, qui va permettre de le confirmer ou pas. Mais en fait, à travers le tableau de financement, vous lisez en fait la stratégie réelle de l'entreprise, pas celle qui est affichée. Et puis ensuite, on passe sur la partie gauche du tableau, c'est-à-dire les emplois stables. C'est là où on va être beaucoup plus sur des éléments de déduction. Sur la partie gauche, vous retrouvez la distribution de dividendes. C'est-à-dire que derrière apparaît aussi la politique d'autofinancement. Si je distribue beaucoup de dividendes, c'est qu'à
priori, je veux fidéliser, voire récupérer de nouveaux actionnaires. Et comme l'autofinancement, c'est la capacité d'autofinancement moins la distribution de dividendes, et bien là, vous avez en fait un réglage qui se fait. Plus vous distribuez de dividendes, moins vous avez d'autofinancement. Mais plus vous avez besoin d'autofinancement, moins vous avez distribué de dividendes. Donc comment se situe l'entreprise par rapport à cela? La première partie qu'on a analysée, en fait, nous renseigne beaucoup sur cette partie-là. Vient ensuite les éléments de stratégie. On a vu qu'on avait ici une ligne d'acquisition, d'immobilisation. Eh bien, qu'est-ce qu'elle met en place, l'entreprise? Est-ce qu'elle a avant tout des immobilisations incorporelles qui sont acquises? Dans ce cas-là, achat de brevets, par exemple, de marque. Est-ce qu'elle est face à une optique d'achat d'équipement? Et ça veut dire qu'on est plutôt face à de la croissance interne. On privilégie de s'équiper pour pouvoir faire face à la demande. Si par contre on voit une augmentation des immobilisations financières de manière conséquente, eh bien là on est face à de la prise de participation, à de l'achat d'autres entreprises pour des filiales. On est dans une logique de croissance externe de l'entreprise. Donc là, on a la stratégie qui apparaît et on peut aussi comparer les montants pour voir quelle est la croissance interne ou externe qui est largement privilégiée. Et puis le troisième élément, deuxième déduction, est-ce qu'on est face à une politique d'endettement ou de désendettement de l'entreprise? Vous voyez les montants remboursés, on a vu dans la première partie l'augmentation de la dette financière. En comparant ces deux éléments, eh bien on voit si on est plutôt face à une augmentation ou a priori une diminution de cette dette. Ce qui nous donne aussi l'usage de la CAF de manière importante. Ça, c'était la première partie du tableau. La deuxième partie, quelque part, est presque plus simple puisqu'elle va nous dire la manière dont la variation du FRNG a été utilisée. Dans un premier temps, on va regarder quels sont les soldes significatifs, les variations des deux besoins en fonds de roulement, la variation de la trésorerie nette. Puis ensuite, on va descendre de nouveau à un élément plus analytique, en se concentrant beaucoup sur la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Quelque part, ça c'est le point central. Est-ce qu'on a une entreprise qui va augmenter la valeur de ses stocks? Est-ce qu'on va augmenter les créances? Au contraire, est-ce qu'on voit ces éléments diminuer? Qu'est-ce qui se passe du côté de la dette fournisseur? Est-ce qu'elle augmente ou elle diminue? Puisque là, tout est donné en variation. Et puis, les autres éléments sont un peu plus anecdotiques. Ce qui ne veut pas dire que quelquefois il n'y a pas intérêt à les regarder. Voilà, je dirais pour globalement un peu les réflexes de base pour traiter d'un tableau de financement. Maintenant, passons à un tableau, celui d'une entreprise qui s'appelle Urbadeco. Urbadeco est une entreprise qui fabrique et distribue du mobilier urbain, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez trouver comme des abribus, ce que vous avez par exemple comme banc public, tout ce qui est panneaux d'affichage classique ou numérique, etc. C'est d'ailleurs le leader qui est en situation de quasi-monopole dans le domaine. Nous avons ici son tableau de financement, donc vous voyez ici qu'on appelle aussi un tableau des emplois et des ressources de l'exercice. Je vais commencer par le début, la partie haute, en constatant qu'il y a une variation du FRNG qui est en fait une ressource nette dégagée pour 262 000. Maintenant, je rentre dans l'analytique, je vais regarder l'apparition des ressources nouvelles, 513 000. Donc vous voyez que là, j'ai déjà à peu près pour la moitié du montant des ressources nouvelles qui sont sous forme de variation du FRNG. Comment ont été créées ces ressources? 421 000 de CAF d'autofinancement. Voilà, déjà 4/5 de la ressource, même un peu plus, provient de l'autofinancement. Ça laisse augurer que les autres ressources sont de montants beaucoup plus marginaux. Effectivement, vous avez une augmentation des capitaux propres qui ne se fait pas par augmentation de capital, c'est-à-dire d'apport des associés, mais qui se fait par une augmentation des autres capitaux propres. Donc là, quelque chose de très marginal. C'est la même chose pour la dette financière, 33 000 d'augmentation. C'est très faible par rapport à la CAF, par exemple. Quant aux cessions d'éléments d'actifs, vous voyez qu'il y a un tout petit peu d'éléments corporels cédés pour 1600,
ça sent le renouvellement d'équipement derrière. Et puis des cessions d'immobilisation financière pour 16 000. Là, la connaissance de l'entreprise permet souvent d'aller un peu plus loin. Vous êtes face à une entreprise qui est leader et en monopole sur son marché, donc qui très souvent s'est diversifiée dans des domaines. Et quand ces domaines-là ne sont pas forcément devenus probants, intéressants en termes d'activité, eh bien, il peut y avoir cession, comme c'est le cas ici. Ensuite, les emplois nouveaux de l'exercice pour 251 000. Vous voyez là, à peine la moitié donc, du financement nouveau a été utilisé. L'utilisation, c'est 61 000 de distribution de dividendes. Ici, on récompense l'actionnaire, on le fidélise en distribuant une partie des bénéfices. Vous noterez au passage que la situation est intéressante pour les associés parce que le capital n'est pas augmenté, donc il n'y a pas de nouveaux associés qui viennent se partager le gâteau, et on leur verse tranquillement des dividendes. Donc une certaine rentabilité du titre qui est cachée derrière. On en profite pour également acheter des immobilisations corporelles, un tout petit peu, et pour 116 000, donc beaucoup, d'immobilisations financières. Vous voyez ici que le financier, c'est à peu près la moitié des emplois nouveaux. Ici donc une stratégie bien visible de croissance externe, de rachat, comme je vous le disais précédemment, de filiales ou de prise de participation. Le troisième montant important, c'est le remboursement des dettes financières pour 60 000. Résultat des courses, j'ai 262 000 de variation de FRNG. Vous voyez là, on a fait apparaître en fait quelles étaient les stratégies de l'entreprise. Avant tout, la croissance externe par du rachat d'autres entreprises. On en revoit certaines qui n'ont pas fait leurs preuves. Et le financement de ces acquisitions se fait essentiellement sur de l'autofinancement. Et on a suffisamment d'autofinancement pour pouvoir se permettre aussi de rembourser de la dette financière et de la CAF pour pouvoir verser du dividende. Deuxième partie du tableau, l'utilisation de ces 262 000 de variation du FRNG. C'est tout d'abord au niveau de l'exploitation. On voit apparaître une augmentation de ce qui est stock de l'entreprise pour 45 000. Là aussi, vous êtes face à une entreprise qui est en croissance, ne serait-ce que parce qu'elle en profite pour acheter d'autres entreprises. Donc l'impact, c'est que derrière, les stocks sont un peu plus importants d'une année sur l'autre. C'est la même réflexion au niveau des créances qui passent à 253 000, plus d'activité, plus de clients, plus de chiffre d'affaires, donc logiquement un peu plus de créances. La même logique va l'emporter sur la dette fournisseur. Résultat, quand on compare les dégagements nouveaux aux besoins nouveaux, c'est un besoin en fonds de roulement d'exploitation qui a augmenté de 169 185, avec le signe moins, pour rappeler, l'idée étant simplement sur une approche mathématique de dire ça se retranche d'éventuelles ressources durables. Du côté du hors exploitation, là aussi on a des nouvelles apparitions, mais uniquement en termes de dégagement. C'est-à-dire que là on est à 186 000 de créances diverses. 186 000 de créances diverses, mais ici dans les dégagements, ça veut dire qu'entre deux bilans, vous avez eu une diminution de celle-ci, donc des ressources qui ont été libérées. Et puis un tout petit peu de dettes diverses pour 1981. C'est-à-dire pas grand-chose en plus, donc de ressources nouvelles. Au final, un besoin en fonds de roulement hors exploitation qui est un dégagement, pas de signe moins, pour un peu plus de 188 000. Ce qui implique que le BFR tout court, en variation, augmente de 19 000. Le hors exploitation a un dégagement supérieur aux besoins de fonds de roulement d'exploitation nouveaux. Et puis enfin, la troisième partie du tableau, la trésorerie. On a 281 000 d'augmentation de trésorerie. Donc ça, c'est un emploi. Et il a fallu que derrière, si vous augmentez de 280 000 un poste d'actif, vous ayez l'équivalent qui apparaisse dans les ressources du passif.
très peu de variations de concours bancaires ou de seul créditeur de banque, 83, on se demande ce qu'ils ont fait, hein, d'ailleurs à ce niveau-là pour ce montant ici, ce qui nous fait une trésorerie nette en augmentation, moins 280 000, ce qui veut dire qu'il y a augmentation de celui-ci, et avec 19 000 de dégagement de BFR et 281 000 de trésorerie nette supplémentaire, on se retrouve avec alors un emploi net de 261 077 pour cet exercice N, ça c'est le supplément, qui correspond à la nouvelle ressource que l'on a vu apparaître dans la première partie du tableau de financement. Il y a donc bien notre égalité qui est respectée entre le tableau 1 et le tableau 2 au niveau des totaux. Et ça ne peut être que comme ça. Si vous n'avez pas l'égalité, c'est qu'il y aurait un problème. Je l'ai déjà dit lorsqu'on regardait le cas OREC. Voilà, vous avez donc l'explication de ce qui s'est passé dans ce tableau de financement et la stratégie de l'entreprise. Urbadeco, en fait, a des problèmes de riches. Elle dégage de la ressource de manière importante. Plus de la moitié de nouvelles ressources se retrouve sous forme de variation du FRNG. Et cette variation du FRNG, dans la partie 2, en fait, n'est pas utilisée. Je pense que là, vous le voyez, elle n'est pas utilisée. La variation de BFRE est couverte par la variation du BFRHE, et on dégage même encore un tout petit peu plus de 19 000. Ce qui fait que les 19 000 dégagés en variation de BFR finissent dans la trésorerie, et la variation de FRNG elle-même finit dans la trésorerie, elle n'a pas été utilisée. Je pense que là vous le voyez assez vite apparaître. Et donc si je fais 19 246 auquel je rajoute les 260 000 de variation de FRNG, je retrouve la variation de la trésorerie nette. Elle a des problèmes de riches. Elle dégage beaucoup d'autofinancement, donc sans doute de beaux bénéfices aussi derrière sur le compte de résultat. N'en utilise qu'une partie au niveau de ses emplois, elle n'utilise pas du tout pour faire face au BFR. La question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi cette entreprise, alors qu'elle a une politique de désendettement, néanmoins souscrit de la dette, en plus, pour 33 000. Eh bien ça, la réponse, vous l'avez du côté de l'effet de levier financier. Cette entreprise-là, il va falloir qu'elle, non seulement elle verse des dividendes aux associés, c'est très bien pour les fidéliser, mais dans peut-être la possibilité d'opérations financières dans le futur, elle a besoin d'avoir des associés prêts à augmenter le capital. Et donc, non seulement on a le dividende qui les récompense, mais maintenir la valeur du titre de l'entreprise de manière stable, voire le faire augmenter, c'est une autre manière de les récompenser. Et ça, une entreprise qui est ici rentable, continue à avoir de la dette, non pas parce qu'elle a forcément besoin concrètement de se financer avec cette dette, mais simplement pour continuer à restaurer un effet de levier qui lui-même permet de maintenir une rentabilité financière. Et en remboursant 60 000 de dettes, elle avait diminué l'effet de levier, donc derrière 33 000 de dettes supplémentaires, ça le restaure en partie. Voilà pour ce cas Urbadeco. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.